Cette entreprise gagne plus d'argent en 1 heure que la plupart des gens en une vie entière. Son patron est l'homme le plus riche du monde. Et tout a commencé dans un petit atelier de province. Mais ce que personne ne te dit, c'est comment cet empire a été construit. Parce que derrière le glamour et les défilés, il y a des batailles, des trahisons et des coups de génie que personne n'a vu venir. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter au début, à un homme, une idée et un culot monstrueux. Bernard Arnault, né en 1949 à Roubaix, dans le nord de la France, fils d'un entrepreneur du bâtiment, pas de fortune familiale dans le luxe, pas de connexion avec la mode. Et c'est justement ça qui rend cette histoire incroyable. Parce que cet homme, venu de nulle part, va devenir le roi absolu du luxe mondial. Et la façon dont il l'a fait, c'est un cours magistral de stratégie. Mais d'abord, il faut comprendre une chose. Le luxe, ce n'est pas vendre des sacs chers. Le luxe, c'est vendre un rêve. Et pour te donner une idée de l'échelle, c'est comme si chaque habitant de Paris te donnait 100 € chaque jour. Le chiffre d'affaires annuel de ce groupe dépasse 80 milliards d'euros, plus que le PIB de nombreux pays africains, plus que certaines économies européennes. Un seul groupe. Mais revenons à Bernard Arnault, 19 ans, école polytechnique, premier de sa promotion, brillant, mais pas dans la mode, dans l'ingénierie, dans les mathématiques, dans la logique froide. Et c'est là que tout le monde se trompe sur lui. On pense qu'il aime la mode. Non, il aime le business. La mode est juste le terrain de jeu le plus rentable qu'il ait trouvé. En 1984, il fait son premier coup. Le gouvernement français privatise un groupe textile en difficulté. Personne n'en veut, sauf Arnault. Et ce que personne ne savait, c'est que tout ça reposait sur un plan que personne n'avait vu venir. Dans ce groupe textile, il y avait une pépite cachée, un nom que tout le monde connaît, Dior. Arnault a acheté le groupe entier pour avoir Dior. Il a revendu tout le reste, froidement, efficacement. Des milliers d'emplois perdus, mais stratégiquement, un coup de maître. Et c'est là que l'histoire prend un tournant que personne n'avait vu venir. Parce qu'avec Dior comme base, il va construire le plus grand empire de luxe de l'histoire. Sa stratégie, acheter des marques historiques en difficulté, les redresser, les rendre désirables et surtout, ne jamais les revendre. Louis Vuitton, Moet & Chandon, Hennessy, Givenchy, Céline, Fendi, Bulgari, Tag Heuer, Sephora. 75 marques, toutes sous un seul toit. Mais comment fait-on pour gérer 75 marques sans les diluer? C'est la question à 100 milliards d'euros. Et la réponse d'Arnault est brillante. Chaque marque garde son identité, son directeur artistique, son histoire, son ADN. Mais en coulisses, tout est centralisé. L'immobilier, la logistique, la finance, les achats de matières premières. C'est comme un jardin. Chaque fleur est unique et belle. Mais les racines partagent la même terre, la même eau, les mêmes nutriments. Génie stratégique. Et devine combien ça leur a coûté pour construire cet empire? Des dizaines de milliards en acquisition sur 40 ans. Mais aujourd'hui, le groupe vaut plus de 400 milliards. Mais ce n'est pas que de l'argent. Il y a une philosophie derrière. Et cette philosophie, c'est ce qui sépare ce groupe de tous les autres. Arnault dit toujours une phrase. Le luxe, c'est le seul secteur où l'on peut gagner de l'argent en vendant du rêve. Et pour vendre du rêve, il faut contrôler la rareté. C'est pour ça qu'un sac de cette marque coûte 3 000 € et qu'il y a une liste d'attente de 6 mois. Ce n'est pas un problème de production, c'est une stratégie de désir. Et ça te concerne directement parce que tu utilises probablement leurs produits en ce moment même. Sephora, c'est eux. Le champagne que tu bois au Nouvel An, probablement eux aussi. Maintenant, parlons de la guerre. Parce que la construction de cet empire n'a pas été pacifique. Il y a eu des batailles épiques. Et la plus célèbre, c'est celle contre un autre milliardaire français. En 2001, une guerre éclate pour le contrôle d'une maison de mode italienne. Les deux plus grandes fortunes de France s'affrontent. Les coups sont violents, les enjeux colossaux. Arnault va dépenser des milliards, utiliser des sociétés écrins, racheter des actions en secret. C'est une guerre d'espions en costume sur mesure. Et c'est là que l'histoire prend un tournant que personne n'avait vu venir. Parce qu'au moment où tout le monde pensait qu'Arnault allait gagner,
il a perdu. Oui, tu as bien entendu. Le roi du luxe a perdu une bataille. Son rival a utilisé les tribunaux italiens pour bloquer l'acquisition. Et Arnault a dû reculer. Mais, et c'est là qu'on voit la différence entre un bonhomme d'affaires et un génie, Arnault a transformé cette défaite en victoire. Comment ? En rachetant d'autres marques italiennes. Bulgari, Fendi, Loro Piana. Au final, il n'a pas eu la marque qu'il voulait, mais il a construit une présence italienne encore plus forte. La défaite est devenue une stratégie d'expansion. Et c'est exactement le genre de leçon que les écoles de commerce enseignent. Sauf que dans les écoles, c'est de la théorie. Pour Arnault, c'était la réalité. Des milliards en jeu. Maintenant, parlons de l'Afrique. Parce que le luxe et l'Afrique, c'est une histoire que personne ne raconte. Et pourtant, c'est la prochaine frontière. Le marché du luxe en Afrique explose. Le Nigeria, le Ghana, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Une classe moyenne qui grandit, des goûts qui changent et des marques qui arrivent. Mais voici le problème. Les groupes de luxe européens voient l'Afrique comme un marché à conquérir, pas comme un partenaire. Et cette vision est en train de changer. Des designers africains comme TB Magugu, Kenneth Izé, Iman Aissi créent du luxe africain, original, authentique, et le monde commence à regarder. La question est-ce que les géants du luxe vont collaborer avec l'Afrique ou l'exploiter ? L'histoire du franc CFA et de la dépendance économique nous donne une réponse pas très optimiste. Mais revenons à notre empire. Parce que derrière chaque sac à 3 000 €, il y a une chaîne de production. Et cette chaîne est fascinante. Un sac de luxe passe par 70 étapes de fabrication. Chaque étape est faite à la main. Chaque couture est vérifiée 3 fois. Et chaque sac prend en moyenne 20 heures de travail. Le coût de production, environ 300 €. Le prix de vente, 3 000. La marge, énorme. Et c'est exactement pour ça que le luxe est le business le plus rentable au monde. Mais attention, cette marge ne vient pas du produit. Elle vient de l'histoire, de l'image, du rêve. Tu ne paies pas pour le cuir, tu paies pour le logo. Et ce logo vaut de l'or. C'est pour ça qu'Arnault investit des milliards dans la publicité, les défilés, les ambassadeurs, les magazines. Tout ça existe pour une seule raison, maintenir le rêve vivant. En fait, plus ils dépensent en images, plus ils deviennent riches. Oui, tu as bien entendu. Parce que chaque euro dépensé en marketing rapporte 5 € en vente. Maintenant, parlons de l'avenir. Parce que cet empire fait face à des défis énormes. Et le premier, c'est la Chine. La Chine représente environ 1/3 de toutes les ventes de luxe mondiales. 1/3. Et quand la Chine tousse, le luxe s'enrhume. En 2023, l'économie chinoise a ralenti. Les ventes de luxe en Chine ont baissé. Et la bourse a paniqué. Des milliards de valeurs perdues en quelques jours. Mais Arnault ne panique pas. Il a un plan. Et ce plan, c'est l'Inde. Le prochain milliard de consommateurs de luxe viendra de là. Et il est déjà en train de se positionner. Le deuxième défi, c'est la génération Z. Parce que les jeunes ne consomment pas de luxe comme leurs parents. Ils veulent du sens, de l'authenticité, de la durabilité. Et ça, c'est un problème existentiel pour le luxe. Parce que le luxe traditionnel, c'est l'excès, la démesure, le gaspillage élégant. Et la nouvelle génération dit non. Comment cet empire va-t-il s'adapter ? En investissant massivement dans le luxe durable. Matériaux recyclés, production locale, transparence, c'est le nouveau discours. Mais le vrai business model est caché. Et quand tu le comprendras, tu verras cette marque différemment. Parce que derrière le discours écologique, les avions privés continuent de voler. Le troisième défi, c'est la contrefaçon. Le marché mondial de la contrefaçon de luxe représente plus de 500 milliards de dollars par an. Plus que le PIB de la Belgique. Et avec l'intelligence artificielle, les contrefaçons deviennent de plus en plus sophistiquées. Même des experts ont du mal à distinguer le vrai du faux. Et ça, c'est un cauchemar pour le luxe. La réponse d'Arnault ? La technologie blockchain pour authentifier chaque produit. Chaque sac aura un passeport numérique. Chaque montre aura un certificat inviolable. Mais parlons de l'homme derrière l'empire. Parce que Bernard Arnault n'est pas juste un homme d'affaires. C'est un personnage fascinant et controversé. En 2012, quand le gouvernement français a voulu augmenter les impôts, il a demandé la nationalité belge. La France entière s'est révoltée. Le journal Libération a titré «
Casse-toi, riche con. Il a finalement retiré sa demande. Mais ce moment a révélé quelque chose. Cet homme est prêt à tout pour protéger son empire. Absolument tout. Et dans le monde du luxe, il est craint, respecté, mais pas aimé. On l'appelle le loup en cachemire. Et ce surnom lui va parfaitement. Ses employés le décrivent comme un génie du détail. Il connaît les chiffres de vente de chaque boutique, il visite personnellement les ateliers, il goûte les champagnes. Et quand quelque chose ne va pas, il le sait avant tout le monde. On raconte qu'il appelle les directeurs de magasins à 7 heures du matin pour discuter d'une vitrine mal arrangée. Maintenant, la question que tout le monde se pose, qui va hériter de cet empire? Parce que Bernard Arnault a 76 ans et il a 5 enfants, tous dans l'entreprise. Delphine dirige une marque, Antoine gère une autre, Alexandre monte en puissance, Frédéric explore de nouvelles acquisitions, Jean s'occupe des montres. C'est le Game of Thrones du luxe. Et la grande question est, lequel sera le prochain roi? Arnault n'a pas encore choisi publiquement. Et cette ambiguïté est peut-être stratégique. Parce que tant qu'il ne m'a pas choisi, ses 5 enfants se battent pour prouver leur valeur. La compétition les rend meilleurs et l'empire en profite. Mais revenons au business. Parce qu'il y a un segment de cet empire dont personne ne parle, et c'est peut-être le plus rentable de tous. Les spiritueux, le cognac Hennessy, le champagne Moët et Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot. Ces marques représentent un quart du chiffre d'affaires, mais une marge phénoménale. Et le cognac Hennessy, 50% de la production mondiale. La moitié du cognac que le monde boit vient de cet empire. Un monopole quasi absolu. Ce que cette entreprise vend n'est pas ce que tu crois. Tu penses qu'elle vend des sacs et du parfum. En réalité, elle vend du temps, de l'artisanat et de l'exclusivité. Un sac qui dure 30 ans, c'est un investissement. Une montre qui se transmet de génération en génération, c'est un héritage. Et un champagne millésimé, c'est une expérience irremplaçable. Et c'est pour ça que le luxe résiste aux crises. En 2008, quand le monde s'effondrait, le luxe a baissé de 5%. Les autres secteurs, 30-40%. Parce que les riches restent riches, même en crise. Et le luxe, c'est le business des riches. C'est cynique, mais c'est la réalité. Maintenant, parlons de la stratégie digitale. Parce que pendant longtemps, le luxe a refusé Internet. Le luxe ne se vend pas en ligne, disaient-ils, et ils avaient tort. Aujourd'hui, les ventes en ligne représentent 20% du luxe mondial, et ce chiffre augmente chaque année. Cet empire a créé ses propres plateformes digitales. Mais le vrai génie digital, c'est les réseaux sociaux. 30 millions de followers sur un seul compte. Chaque post génère des millions d'interactions. C'est de la publicité gratuite à grande échelle. Et maintenant, parlons d'un sujet délicat, les conditions de travail. Parce que derrière chaque produit de luxe, il y a des mains qui travaillent. Et ces mains ne sont pas toujours bien traitées. En Italie, des enquêtes ont révélé que certains sous-traitants du luxe emploient des travailleurs dans des conditions difficiles. Des journées de 12 heures, des salaires minimaux. Pour coudre des sacs à 3 000 €. Le groupe a répondu en renforçant ses audits. Mais les critiques persistent. Et la question reste, peut-on vraiment parler de luxe quand ceux qui le fabriquent vivent dans la précarité? Passons à un aspect que personne ne mentionne, l'immobilier. Parce que cet empire ne possède pas que des marques, il possède des rues entières, littéralement. Avenue Montaigne, rue du Faubourg Saint-Honoré, Via Monte Napoleone à Milan, Fifth Avenue à New York. Les boutiques sont à eux, les murs sont à eux, le trottoir aussi presque. Et l'immobilier, c'est la vraie assurance. Les marques passent, les tendances changent, mais un immeuble sur l'avenue Montaigne ne perd jamais de valeur. Alors, quel est le bilan? Cet empire est-il une merveille du capitalisme ou un monstre? La réponse, comme souvent, c'est les deux. D'un côté, des milliers d'emplois, des artisans qui perpétuent des savoir-faire centenaires, des créateurs qui sont libres de créer, du mécénat culturel massif. De l'autre, des marges obscènes, une concentration de richesses vertigineuse, des pratiques environnementales discutables et un modèle basé sur l'inégalité. Ton argent finit dans leur poche, et voici comment. Chaque fois que tu achètes un parfum, un rouge à lèvres, une bouteille de champagne, une fraction va dans cet empire. Mais est-ce mal? C'est à toi de décider. Parce que le luxe, c'est aussi de l'art, de l'artisanat, de la beauté
et la beauté a une valeur. Maintenant, je vais te donner 5 leçons business que tu peux tirer de cette histoire. Que tu vendes des chaussures ou que tu sois freelance, ces leçons marchent. Leçon 1. Achète la réputation, pas le produit. Arnaud n'a jamais inventé un sac. Il a acheté des marques qui avaient déjà 100 ans d'histoire. L'histoire ne se fabrique pas, elle s'achète. Leçon 2. Contrôle la rareté. Si tout le monde peut l'avoir, personne ne le veut. La liste d'attente n'est pas un problème, c'est le produit. Leçon 3. Diversifie mais ne dilue pas. 75 marques, mais chacune unique. Chaque acquisition renforce le groupe sans affaiblir l'identité de chaque marque. Leçon 4. Investis dans l'image autant que dans le produit. Parce que les gens n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent ce que tu représentes. Leçon 5. Pense en décennies, pas en trimestres. Arnaud ne cherche pas le profit rapide, il construit pour la prochaine génération. Et c'est pour ça que son empire survit aux crises. L'histoire de cet empire est loin d'être terminée. La bataille pour l'Inde commence. La question de la durabilité se pose. La succession approche. Et le monde du luxe ne sera plus jamais le même. Mais une chose est certaine, l'homme qui a construit tout ça, depuis un petit bureau dans le nord de la France, a changé le monde du business pour toujours. Pour te donner une idée de l'échelle de cet accomplissement, si tu avais investi 1 000 € dans ce groupe en 1989, tu aurais aujourd'hui plus de 500 000 €. 500 000 € d'un seul investissement. C'est la puissance de la vision à long terme combinée à l'exécution parfaite. Mais rappelle-toi, derrière chaque chiffre, il y a des humains, des artisans qui cousent, des ouvriers qui transportent, des vendeurs qui sourient. Sans eux, cet empire n'existe pas. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Aucun empire ne se construit seul. Aucune fortune ne se fait sans les autres. Et aucun sac à main ne vaut plus qu'une vie humaine. La prochaine fois que tu verras un logo de luxe dans la rue, pense à cette histoire. Pense aux batailles, aux artisans, à la stratégie. Et pose-toi la question, quel est ton empire? Parce que tu n'as peut-être pas des milliards, mais tu as une vision, tu as du talent, et tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Ta propre histoire. Et si tu veux voir comment un autre géant du business a construit et détruit tout, regarde la prochaine vidéo. L'histoire secrète de Nestlé, le côté sombre du géant alimentaire. Parce que Nestlé fait des choses que tu ne connais pas, des choses qui vont te choquer et qui vont changer ta façon de voir ton supermarché. Abonne-toi à Empires oubliés, parce que comprendre le business, c'est comprendre le monde. Et comprendre le monde, c'est le premier pas pour le changer. Merci d'avoir regardé. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime le business, ou le luxe, ou simplement les bonnes histoires. À la prochaine. Et n'oublie jamais, le vrai luxe, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu crées, c'est ce que tu laisses derrière toi. Et ça n'a pas de prix.